Bonjour Frédéric, comment allez-vous? Aussi bien que possible vu la situation. Moi, ça va. J'ai pas eu de désagrément avec ce qui s'est passé les derniers jours, mais notre commune a été meurtrie et tout le pays l'est aussi. Et je voudrais d'abord exprimer ma compassion et ma solidarité vis-à-vis de la famille de Naël, parce que ce qui s'est passé et le fait qu'il ait été tué par un policier est totalement inacceptable. On verra. Tout à l'heure, il a été dit qu'il n'avait pas voulu respecter les consignes. L'enquête le déterminera. J'en suis pas sûr. On a tous vu des vidéos très dérangeantes de ce côté-là. Il n'y a aucune raison, à mon sens, que le policier tire à ce moment-là. Et de toute façon, dans tous les cas, quelle que soit la situation, jamais Naël n'aurait dû mourir. On ne peut pas, dans ce pays, mourir à 17 ans dans des conditions aussi dramatiques. C'est pas normal. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, il y ait énormément de gens qui sont en colère. Et je pense par ailleurs que sur ce qui s'est passé pour Naël, tout le pays soit choqué. Mais comme je le disais, je pense pas malheureusement que on résolve les problèmes avec les violences qui se déroulent depuis plusieurs jours. D'accord, effectivement. Donc, vous l'avez bien dit par rapport à ce que vous avez écrit. D'ailleurs, je l'ai partagé. Vous l'avez bien dit que à quoi cela, vous avez posé la question. Je trouvais que c'était tellement beau. À quoi cela permettra-t-il d'effacer la mort de Naël et en quoi cela apportera-t-il la justice sur ceux qui ont causé sa mort? N'est-ce pas? C'est ce que vous entendez par là. En fait, qu'on soit terriblement en colère, et il y a des raisons, et je pense que ça fait des années que des associations, des élus locaux expliquent que la situation, pas seulement en banlieue, et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des violences partout en France, dans tous les quartiers populaires de ce pays, qu'on soit en banlieue ou dans des petites villes de province aussi, des grandes villes de province aussi. Il y a une colère forte dans le pays. La mort de Naël, ça a été comme une étincelle qui met le feu aux poudres. Ça fait des années qu'on prévient que les injustices, les dominations qui sont exercées vis-à-vis des populations, des quartiers populaires, ne sont pas tenables, que ça va nous exploser à la figure. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment penser un seul instant que le fait de s'en prendre à une école maternelle et une école élémentaire, que de casser les vitrines, tenter de mettre le feu, parce qu'en fait, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est ce qui s'est passé. Certains émeutiers ont tenté de mettre le feu à l'hôtel de ville. Ils ont quand même lancé une poubelle enflammée dans le sas d'entrée de l'hôtel de ville. Que la nuit suivante, on se soit mis à vandaliser des commerces ou l'entrée du théâtre Paul Éluard, ça ne permet absolument pas de résoudre la situation. Les gens, est-ce qu'il y aura moins de discrimination avant et après les émeutes? Non. Même à la rigueur, je dirais que vous allez avoir des politiciens de droite et d'extrême droite qui vont utiliser ces violences, ce vandalisme, pour justifier qu'on soit encore plus dur et qu'on soit encore plus violent, qu'on soit encore plus injuste avec nos quartiers et nos habitants. Et moi, ce qui m'étonne, entre guillemets, on a détruit. Certains sont allés détruire ce qu'ils avaient en bas de chez eux. Quand je dis en bas de chez eux, c'est les services publics, c'est les commerces qu'il y a chez nous, dans notre ville. Il ne s'est rien passé. Moi, c'est aussi des poubelles enterrées. Voilà. Il ne s'est rien à la Défense. Il ne s'est rien passé à Neuilly. Il ne s'est rien passé à Rueil-Malmaison. Il ne s'est rien passé dans toutes les communes très bourgeoises et très riches de l'agglomération à laquelle nous appartenons, et où vous avez effectivement des gens qui votent, là, par contre, pour ceux qui disent c'est très bien qu'il y ait des inégalités, c'est très bien qu'il y ait des discriminations, etc. Donc, on n'a pas avancé d'un iota. Par contre, oui, il y a un problème dans notre pays, il y a un problème d'inégalité, il y a un problème de défaut de services publics dans notre pays, et il faut le résoudre. Je peux comprendre qu'on soit en colère. Par contre, détruire ce qu'il y a dans notre commune, c'est finalement de l'autodestruction. Même les joueurs de l'équipe de France l'ont écrit, c'est une logique d'autodestruction. C'est comme si on voulait se suicider en allumant le gaz dans son appartement
Et quand on allume le gaz dans son appartement pour se suicider, en fait, on risque de faire sauter tout l'immeuble et d'emporter les gens qui habitent à côté avec. Et ben, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de se suicider devant tout le monde en entraînant les gens qui, vraisemblablement, subissent les mêmes injustices et la même discrimination. Ça ne fera rien avancer. Et effectivement, vous avez posé aussi toi-même la question, quelle sera leur excuse? Ils n'en ont pas, ces jeunes-là aussi. Eux-mêmes là, moi j'ai essayé un peu de regarder des vidéos, ils disent qu'on brûle parce qu'on a la haine. Est-ce que la haine, cette haine qu'ils ont là ne va pas revenir le jeune Naël, n'est-ce pas? Non, ça ne fera pas revenir le jeune Naël. Par contre, j'espère que la justice va passer. J'espère que le policier, ses responsabilités vont être pointées et qu'il sera, dit l'enquête et le procès, mais a priori, la responsabilité de ses actes ne fait aucun doute et donc il faut qu'il soit condamné pour ce qu'il a fait. Maintenant, ça veut dire aussi, alors qu'on a un vrai risque que la droite et l'extrême droite, que tous ceux qui veulent être encore plus violents, encore plus inégalitaires, encore plus injustes avec nos quartiers, il faut qu'on travaille à apporter des réponses aux injustices, aux inégalités, à la ségrégation, à la discrimination qui met nos quartiers en colère et qui met un certain nombre des habitants de nos quartiers en colère et qui leur font souffrir de véritables injustices. Ça fait des années que des élus locaux, des maires, des présidents de conseils départementaux exploser, on est en plein dedans. Ça va exploser parce qu'il n'y a pas les services publics suffisants qu'il faut dans nos territoires. Il n'y a pas les investissements nécessaires. Il n'y a pas les collectivités n'ont pas l'argent nécessaire dans nos territoires parce qu'il n'y a pas l'activité économique suffisante pour créer de l'emploi dans nos territoires. Parce que aussi, oui, il y a un problème, non pas avec la police en tant qu'institution, mais un manque de formation des policiers où effectivement il y a des policiers qui, comme dans tout le pays, dans toute la société, il y a aussi des gens qui sont racistes. Et je pense que ce problème n'est pas assez pris en compte. Et il faudrait effectivement plus de formation, plus de travail, plus d'éducation sur les policiers. Il faut qu'on mette fin à des pratiques discriminatoires parce que, par exemple, je voyais tout à l'heure sur un reportage qui a été fait à la télévision et qui est passé à Maison, c'était Danser dans l'air, où un des jeunes qui prétend avoir participé aux émeutes expliquait qu'il s'était fait contrôler et ça lui arrivait régulièrement 7 fois dans une journée. Enfin, je veux dire, moi, en plus, je connais ça depuis toujours. Enfin, moi, j'ai toujours grandi en banlieue. Je suis né à Sarcelles, j'ai grandi à Gonesse. Aujourd'hui, j'habite à Besançon. Je vois bien ce qui se passe. Moi, j'ai arrêté de me faire contrôler par les flics à 23 ans quand j'ai coupé mes cheveux qui étaient jusque là. Depuis, j'ai plus jamais été emmerdé par un flic. Aujourd'hui, si vous êtes noir, si vous êtes d'origine maghrébine, si vous êtes jeune d'origine maghrébine, vous avez 10 000 fois plus de chances de vous faire contrôler plusieurs fois par jour. C'est pas normal. Et pourquoi en plus? Parce que la police justifie ça en disant que c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Donc, il y a un présupposé, quand vous êtes jeune noir ou jeune d'origine maghrébine, donc forcément, vous êtes lié au trafic de drogue. Enfin, c'est absolument délirant. Voilà, donc oui, il y a un travail à faire sur ce qui se passe dans la police. Ce n'est pas la police en tant qu'institution qui est mauvaise, qui est raciste. D'ailleurs, on a besoin des policiers. Et les dernières nuits l'ont prouvé. S'il n'y avait pas eu de policiers dans les rues, alors qu'il y avait des émeutes, il y a des gens qui auraient pu être blessés ou être tués à cause des incidents qui sont produits. Voilà. Mais il y a un problème qu'il faut traiter dans la police. Il y a du travail à faire sur la police pour corriger les erreurs qui continuent à s'y répandre. Il y a des lois qu'il faut faire. Parce que la loi de 2017 sur les refus d'obtempérer, sur l'utilisation des armes dans la police a pu donner l'impression à certains policiers qu'ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient tout le temps. Voilà. Et puis, enfin, il y a un travail à faire qui est de longue haleine, qui est quand vous cherchez du boulot, que vous venez de Besançon ou que vous venez d'un quartier populaire en Île-de-France ou partout en France, que vous avez un nom à consonance maghrébine ou africaine, qu'on voit votre photo sur votre CV,
vous avez moins de chances de trouver du boulot que d'autres. Et ça, c'est pas normal. Et ça, il faut qu'on travaille dessus aussi. Ce que vous avez décrit, le témoignage que vous avez donné tout à l'heure sur le contrôle de police pendant la crise sanitaire, je pense qu'il y a des centaines de milliers de Français qui peuvent faire le même. Et il y a des milliers de jeunes Français qui peuvent témoigner de la même chose plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas vraiment du racisme. Si, c'est du racisme ordinaire, c'est du racisme du quotidien, qui n'est pas acceptable de la part de qui que ce soit, encore moins d'un policier, parce qu'un policier, ça représente l'autorité de l'État, et que l'État en France n'est pas raciste. La République française, quand elle a été créée, les 2 premières fois où elle a été créée, sa première décision, sa quasi-première décision, ça a été, par exemple, d'abolir l'esclavage et considérer que noir et blanc, on était tous égaux. Donc la République française, même si elle s'est pris les pieds dans le tapis à plusieurs reprises, elle n'est pas raciste. Donc un policier français ne doit jamais être raciste. Vous disiez tout à l'heure ici, on a perdu la police nationale. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, par d'autres bâtiments publics, j'ai trouvé que le poste de police de Bezons avait été moins abîmé que le reste, à se demander si les gens qui sont allés casser mercredi soir, jeudi soir, se sont pas dit que finalement, ils savaient que ça servait à rien, il n'y a jamais rien dedans. Moi, j'ai deux remarques à faire. On a vu, et j'ai vu aussi le même reportage que tout à l'heure dont je parlais, où il y avait des jeunes qui expliquaient ce qu'ils avaient vécu, où il y avait des gens qui étaient choqués devant l'école Angela Davis, qui expliquaient, les gens qui ont été aussi choqués et vexés, et je comprends qu'ils le soient, que quand Elisabeth Borne est venue jeudi à Bezons, elle n'est même pas allée dire un mot aux habitants. Il ne s'agissait pas de rester 2 heures à discuter avec les habitants, mais au moins les saluer, ceux qui étaient là. Ça aurait été le minimum de respect. Donc juste à un moment, on n'est pas dans un zoo. On ne vient pas là regarder de loin des animaux humains, etc. Maintenant, il y avait aussi dans ce reportage la maire de Bezons qui expliquait qu'on avait perdu tout un tas de services publics. Le commissariat, la caisse primaire d'assurance maladie, la CAF, tout un tas de choses. Moi, je me souviens d'une chose quand même, parce que je pense que Madame Menawara n'est pas responsable des émeutes qui se sont passées, et aucun maire de France n'est responsable des émeutes qui se sont passées. Et à ce propos, d'ailleurs, j'ai appris que la maire de Pontoise, Stéphanie Van Heuve, avait été agressée et avait fait l'objet directement sur sa voiture de tirs de mortier d'artifice. Elle a perdu une partie de l'ouïe. Et je lui adresse toute ma solidarité. C'est pourtant une adversaire politique, mais ce genre de choses est insoutenable. Donc, ce n'est pas les maires, les élus qui sont responsables des émeutes d'hier soir. Moi, je voudrais juste dire quand même que quand il y a eu des mobilisations les années précédentes, avant 2020, pour éviter que le commissariat s'en aille, pour éviter que la caisse primaire d'assurance maladie s'en aille, que la CAF s'en aille, que tout un tas de services publics s'en aillent. On n'a pas vu beaucoup de monde de l'équipe de Madame Menawara à ce moment-là pour aider ces mobilisations et secouer l'État. Qui c'est qui a supprimé le commissariat de Bezons? C'est Manuel Valls, un grand ami de Madame Menawara quand Monsieur Manuel Valls était ministre de l'Intérieur. Et avec des conséquences très concrètes sur la relation entre les policiers et les habitants de la commune et les jeunes de la commune. Moi, je me souviens, juste avant les élections municipales, on avait eu une grève des élèves au lycée de Bezons. Les policiers d'Argenteuil étaient intervenus très brutalement à l'encontre des lycéens. Et je me souviens qu'on avait fait un rassemblement devant le lycée le 2e jour de grève des lycéens, notamment en soutien à un des lycéens qui avait été blessé par un des policiers. J'ai trouvé à l'époque les policiers du commissariat d'Argenteuil qui étaient venus extrêmement agressifs vis-à-vis, y compris de nous, qui étions là pour apporter un message de solidarité et de soutien à ces élèves qui n'avaient rien fait de mal et dont l'un d'entre eux avait été blessé. Je ne pense pas, et quand je disais qu'ils étaient agressifs vis-à-vis de nous, ils étaient agressifs encore vis-à-vis de ces jeunes. Je ne pense pas que s'il y avait eu un commissariat de police avec des effectifs nécessaires de police nationale continue sur le territoire de la commune, des gens qui circulent dans les quartiers, qui vont discuter avec les gens, qui vont discuter avec les jeunes, où les uns et les autres se connaissent,
je ne pense pas qu'on atteindrait à ce niveau-là une incompréhension, une agressivité les uns contre les autres qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je reviens sur le jeune homme qui témoignait en disant qu'il prétendait avoir participé aux violences des nuits dernières et disait la brigade d'Argenteuil, à chaque fois qu'elle intervient, on s'en prend plein la gueule. Et donc, il exprime une colère. Je ne suis pas en train de dire qu'il a eu raison de participer aux émeutes, je le dis suffisamment. Ça ne sert à rien, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est autodestructeur. On met en danger nos voisins, on ne peut pas faire ça. Mais lui, il exprime une rage parce qu'ils ont le sentiment d'être en permanence agressés par des policiers qui ne les connaissent pas et qui ne font aucun effort pour connaître la situation. Je pense que si on avait une vraie police de proximité, qui connaît les gens, qui discuterait avec les jeunes, qui ferait leur boulot de policier. Je me souviens de Sarkozy, quand il était devenu ministre de l'Intérieur en 2002, qui était allé à Toulouse pour dire qu'un flic, ça ne servait pas à jouer au football avec les jeunes. Mais bon Dieu, les policiers de proximité qui avaient été créés avant 2002, ils n'étaient pas là pour jouer au football avec les jeunes. Ils faisaient autre chose. Mais au moins, les jeunes et eux se connaissaient, les relations étaient meilleures. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Vous parliez tout à l'heure des policiers municipaux. Moi, je vais rien dire contre eux, d'abord parce qu'ils font un métier difficile. Et ils font un métier d'autant plus difficile qu'on leur demande de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Un policier municipal n'est pas un policier national. Un policier municipal n'a pas les mêmes compétences. Et quand je parle des mêmes compétences, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins professionnels ou qu'ils soient moins compétents, mais qu'ils n'ont pas juridiquement le droit de faire la même chose qu'un policier. Heureusement, parce que Madame Menawara ou n'importe quel maire de n'importe quelle commune où il y a une police municipale, ce n'est pas un shérif, ce n'est pas un commissaire. Voilà, je préfère que Madame Menawara n'ait jamais les pouvoirs d'un shérif ou d'un commissaire, en même temps que ceux de maire. Voilà. Donc, les policiers municipaux, ils obéissent à la municipalité avec les capacités que leur donne la loi, et ils ne peuvent pas faire la même chose qu'un policier national. Je pense qu'ils ont très bien fait leur travail à la mesure de ce qu'ils pouvaient faire ces derniers jours, aux côtés des autres fonctionnaires et des autres agents communaux, aux côtés des pompiers, aux côtés des policiers nationaux qui sont venus sauver la situation, parce qu'il faut appeler ça comme ça. Voilà. Maintenant, on a perdu des services publics. L'ancienne municipalité s'est battue pendant des années pour éviter que cette perte de services publics s'accélère. À cette époque-là, Madame Menawara n'était jamais solidaire de ces initiatives. Aujourd'hui, elle vient s'en plaindre et elle pleure devant les caméras alors qu'elle a fait l'autruche pendant des années. Il faut qu'on reprenne les mobilisations pour obtenir un niveau de service public à Beson, mais dans plein de communes d'Île-de-France ou du pays, parce qu'on a besoin de ces services publics, on a besoin de vrais financements, et pas de financement d'un coup. C'est pas on fait un appel à projet, puis ensuite on va voir ailleurs. On a besoin d'avoir de véritables finances durables qui permettent de faire des choses. Et puis, même, on n'a pas besoin uniquement que ce soit que les communes, que les collectivités territoriales qui fassent. On a besoin que l'État soit présent sur les territoires. De tout le monde, de tous les Français. On a besoin de l'État et de la sécurité sociale, parce que on l'oublie trop souvent, mais la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie, le fait qu'ils soient présents sur le territoire, le fait qu'on comprenne quelque chose à nos dossiers, etc., ça veut dire qu'il faut des gens sur le territoire, et ça, c'est l'État, et ça, c'est la sécurité sociale, c'est pas la commune. C'est peut-être très bien qu'aujourd'hui, il y ait une maison France Service qui est ouverte à Beson. En fait, elle remplace des services qui existaient déjà, plus ou moins, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est pas parce qu'il y a une maison de France Service que ça permettra de remplacer ce qui était la CAF ou ce qui était la caisse primaire d'assurance maladie. C'est pas vrai. Voilà. Les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux pour les aider avec leurs dossiers. Ils ont besoin d'avoir des gens en face d'eux pour les aider et pas de se sentir abandonnés. Donc, on a besoin de finances plus fortes pour les collectivités locales pour qu'il y ait des services. On a besoin de l'État et de la sécurité sociale aussi sur le territoire. On a besoin d'activités économiques et on a besoin qu'on arrête de faire de la discrimination au quotidien, dont de la discrimination économique.
auprès des habitants, contre les habitants de nos quartiers, ça c'est plus possible. Et qu'on leur propose autre chose que soit je vais devenir footballeur, soit je vais devenir conducteur Uber. Parce que depuis 5 ans, tout le monde a vu que tout ça aussi était une arnaque. C'est aussi de la précarité. Hein. C'est extrêmement précaire, c'est extrêmement dangereux, vous n'avez pas de droits sociaux, etc. Oui. etc. Oui. Et pendant 5 ans, c'était le premier mandat d'Emmanuel Macron, on leur a expliqué que leur avenir, c'était auto-entrepreneur, sans filet. Tout le monde est revenu de cette illusion. Donc aujourd'hui, tout le monde croit qu'il n'y a plus de solution parce qu'en fait, on ne veut pas leur proposer de solution, ce qui crée aujourd'hui de la désespérance et de la colère. Ouais, il faut penser à l'humain. C'est pas l'argent qui manque. Il y a de l'argent. S'il y a de l'argent pour faire de la guerre, des milliards, des gens pour s'auto-détruire, il y a aussi de l'argent aussi pour nos quartiers. Il y a aussi de l'argent pour nos quartiers. J'ai dit tout ce dont on avait besoin qui nécessite de mobiliser de l'argent, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de la reconnaissance et du respect. Vous aviez dit tout à l'heure, mon mari, lui, il est blanc, il est 100% français. Eh bien, je vais vous dire un truc. On est tous 100% français. Quelle que soit notre couleur de peau. Non, mais je sais. Mais quelle que soit notre couleur de peau. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit dans une situation où vous avez des centaines de milliers de jeunes dans ce pays, filles ou garçons, qui, parce que leurs parents ou leurs grands-parents sont venus d'ailleurs, ont l'impression... Ils étaient français parce qu'ils sont nés pendant leur colonisation. Moi, je suis née après l'indépendance, donc je suis gabonaise. Mais je suis français par alliance de mariage. Je suis ce que Marine Le Pen dit, les Français de papier. C'est pas normal. Oui, mais eux, ils sont même pas français de papier. Et quand bien même on serait français de papier, on est français à 100%. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet est que c'est pas normal qu'on ait des enfants ou petits-enfants de personnes qui sont venues d'ailleurs, qui aujourd'hui ont l'impression d'être des Français de seconde zone, ou en tout cas de ne pas être aimés et de ne pas être acceptés dans leur propre pays. Ils sont nés ici, bordel. Leurs parents, parfois, sont nés ici. Ils sont aussi français que moi. Qui. Ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre. Ils ont construit le pays. Ils ont construit le pays. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que on est tous français. On a tous droit au même respect. On a tous droit aux mêmes chances. On a tous droit à vivre dans un cadre décent, à être payé décemment, à accéder aux mêmes emplois en fonction de ses compétences, de sa formation, tout ce que vous voulez. Ça, il va falloir qu'on travaille beaucoup dessus. C'est important, c'est un état d'esprit, mais je pense qu'on l'a trop souvent oublié. C'est pas normal aujourd'hui qu'on ait un certain nombre de nos jeunes, de nos adolescents et même des plus âgés qui considèrent qu'ils ne sont pas acceptés dans leur pays, parce que c'est leur pays, qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez français pour d'autres. Le problème vient du problème du logement. Il y a aussi le logement, vous le disiez tout à l'heure. Moi, je suis très surpris depuis un certain temps. Ici, vous êtes pas très loin de la rue Albert Ier du projet urbain qui va massacrer les jardins ouvriers, etc. Ah mon Dieu, j'aimais bien ce jardin là et moi, évidemment, je m'oppose à ce projet parce que je pense que c'est stupide de massacrer des arbres et des espaces verts. Moi aussi. Alors qu'on a besoin d'espaces verts plus importants dans notre commune, alors même qu'on sait qu'on va avoir un problème de réchauffement climatique et de la chaleur en ville. Si on supprime des espaces verts, le thermomètre va encore monter et ça va être encore plus invivable. Par contre, je dis à tout le monde, attention, moi je ne suis pas contre sur le fait qu'on construise. Et quand je dis ça, et je dis aussi, attention, on a aussi besoin de logements sociaux. À Besançon, on a quelque chose entre 2000 ou 2500 de logements sociaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas assez bien logés, soit qui ont un logement trop petit, vous en parliez tout à l'heure, soit qui ont un logement totalement indécent et insalubre. J'en ai visité quelques-uns dans cette commune. On a besoin de logements sociaux aussi. Et j'ai des gens
qui visiblement soutiennent la municipalité actuelle, qui me disent « Bon, alors non seulement avec vous, on va avoir du logement », je dis « Bah oui, les gens ont besoin de logement, à besoin comme ailleurs, et on va en plus avoir encore du logement social. » Bah heureusement. À la fin de compte, je veux revenir concernant la sécurité. Combien y a-t-il de policiers municipaux actuellement à besoin? Bah, on ne sait pas, on n'a jamais de réponse claire de la part de l'équipe municipale. À chaque fois, ils disent qu'on lance des rumeurs sur le fait qu'il n'y aurait pas les chiffres qu'ils annoncent, mais je ne vois pas comment on pourrait annoncer des rumeurs sur les chiffres qu'ils annoncent, puisqu'on ne les connaît pas. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vais pas continuer la polémique. Le courrier qu'on a envoyé à Madame Menawara, la maire de Bezons, hier, il s'agit qu'on ait un point à destination de l'ensemble des conseillers municipaux pour savoir exactement tous les dégâts qu'il y a eu, les informations qu'on a pu recueillir sur le terrain, sur ce qui s'est passé, comment sont passées les situations, les risques qui existent encore aujourd'hui, parce qu'en tant que conseillers municipaux, on a beau pas faire partie de l'équipe municipale, là où on peut aider, là où on peut essayer de parler, là où on peut essayer de calmer les esprits, d'apporter votre présence humaine, d'apporter notre présence, etc. On peut aider. Bon, on verra si elle y répond. Voilà. Je reviens sur les logements et les logements sociaux. On a besoin de continuer à construire des logements sociaux parce qu'il y a des gens qui demandent. Moi, des gens qui m'expliquent que c'est pas bien que je veuille construire des logements sociaux. Je leur dis, mais vous voulez faire quoi après des gens les gens qui demandent à besoin, on en fait quoi? Vous voulez qu'on les expulse? Enfin, dire, voilà. Alors, ça n'empêche pas que, je parlais tout à l'heure des communes de l'agglomération à laquelle on appartient, hein, Saint-Germain-en-Laye, le PEC, etc. C'est les quartiers aussi en bourgeoisie qui refusent. Je pense à Maison Lafitte, Maison Lafitte refuse. Il faut absolument qu'on y construise beaucoup plus de logements sociaux dans ces communes et qu'ils acceptent la mixité sociale, qu'ils acceptent que chez eux aussi, il y ait des gens qui soient moins fortunés et qu'on partage tous l'effort. Voilà. Et que chez nous, on a de la diversité, on a des gens qui ont un peu de moyens, on a des gens plutôt modestes, on a quand même une majorité de la population qui est très populaire, qui n'a pas beaucoup de revenus. Voilà, donc justement, il faut faire plus d'efforts pour nous. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, dans cette agglomération, Bezons, qui a beaucoup de territoires avec du développement économique, finance l'agglomération et les retours pour notre commune de la part de l'agglomération au niveau de la présidence sont totalement insuffisants. Donc, on a perdu aussi le leadership. Alors, il n'y avait pas de leadership parce que la communauté d'agglomération a toujours été à droite. Monsieur Lespard, ça c'est l'ancienne époque, mais Monsieur Lespard était effectivement 8e vice-président. Il y a juste une différence entre aujourd'hui et hier, c'est que les représentants de Bezons, avant 2020, quand il y avait un truc qui n'allait pas en direction de Bezons et qui venait de l'agglomération, ils savaient voter contre. Madame Menawara et ses soutiens, je le sais, je suis au conseil communautaire, Madame Menawara et ses soutiens, ils votent tout. Ils ne s'expriment jamais. L'argent qui est redistribué aux communes, ce qu'on appelle les attributions de compensation, vous m'excuserez le terme technique. L'argent, je connais quand même, j'étais au conseil municipal, je travaille dans le domaine. Non, mais je dis ça pour nos auditeurs. L'argent qui est redistribué aux communes par rapport à ce qu'ils apportent et qui est l'argent qui est du développement économique. Donc, Bezons apporte beaucoup d'argent à la communauté d'agglomération. Les attributions de compensation pour Bezons sont très faibles, alors qu'on a une population bien plus en difficulté que les autres. C'est-à-dire que les Bezonnais ils n'en profitent pas des retombées. Les Bezonnais financent le Vésinet, Montesson et Saint-Germain, pas Saint-Germain-en-Laye, parce que Saint-Germain-en-Laye apporte un peu d'argent quand même. Mais grosso modo, les Bezonnais financent le Vésinet, Montesson et le PEC. C'est nous qui avons les plus gros besoins sociaux, c'est nous qui avons la population qui a besoin le plus de soutien. Moi, à chaque fois, je vote
contre les attributions de compensation de la collectivité, de la communauté d'agglomération, parce qu'ils sont insuffisants. Madame Menawara, elle arrive en conseil municipal, elle se plaint de la communauté d'agglomération. Je ne l'ai jamais vu voter contre une seule délibération proposée par la majorité de droite de M. Pierrefonds. Madame Menawara appartient à la majorité de M. Pierrefonds qui fait une politique contre les intérêts de Besançon. Voilà. Je ne sais pas comment le dire. Et on est quelques conseillers communautaires de gauche à l'agglomération. Je pense à Isabelle et Oumar Camara viennent de Sartrouville, il y a José Thomas qui vient de Chatou, il y a Guillaume Fiot qui vient de Carrière, et on a Jocelyn Jean-Baptiste qui vient de Saint-Germain-en-Laye. À chaque fois, on est les seuls à poser des questions au conseil communautaire, on est les seuls à interroger la politique de la communauté d'agglomération. Moi, je monte au créneau pour défendre les intérêts de Besançon. Je suis dans l'opposition à Besançon, je suis le seul à le faire. On vote des trucs à la communauté d'agglomération qui vont contre les intérêts de la commune de Besançon. Je suis le seul besonnais à voter contre. Effectivement, moi, on va parler de politique maintenant. Parce que on va poser des questions qui fâchent. Hein? Au fait, notre municipalité, notre première magistrate, elle était élue pour contourner, elle a fait campagne en 2019 autour de tout béton. Maintenant, moi, je vois d'ailleurs, mais quand même, j'essaie un peu de lire aussi les plateformes Facebook sur Besançon, mais elle en fait même plus par rapport à ce que Dominique Lespard a fait. Vu que là, le jardin social qui était là, moi je connais la majorité des personnes qui sont là, ce sera maintenant aussi le béton. Est-ce qu'elle a fait la fausse illusion? Déjà là, les gens qui l'ont élu, qui l'ont fait élire, ils ne sont plus ensemble, besoin de toute notre force. Mais à la fin, quand on a besoin de toute notre force, c'est vous qui portez maintenant besoin de toute notre force. Moi, je n'étais pas besoin de toute notre force. Bien sûr, je rigole, c'est que vous faites de l'humour. Non, je me dis maintenant que c'est vous maintenant besoin de toute notre force, parce que c'est vous qui nous défendez maintenant dans le cadre de la communauté. Tout ce monde-là, ils sont devenus des cadres. C'est vous maintenant qui devient leader. Dites-nous comment ça se passe. Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent à la mairie, le budget qui a beaucoup de choses à dire, mais c'est vous qui êtes vraiment le leader. Moi, je pense que tous les membres du conseil municipal de l'opposition, ils sont tous amorphes. C'est vous qui se démenez comme un lion pour faire émerger une autre politique sur Besançon. Comment ça se fait que vos collègues de l'opposition ne bougent pas? Alors, vous avez dit que la situation, on allait parler de la situation politique. La situation politique a besoin, en tout cas du conseil municipal de Besançon. Je ne suis pas sûr que, vu ce qui s'y passe, ça donne forcément envie aux gens de faire de la politique, parce que c'est un peu souvent le grand n'importe quoi. C'est comme ça, on a dit que vous nous éclairez la lanterne. Oui, non, mais depuis les élections municipales, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord parce que Madame Menawara a commencé par faire rentrer dans sa majorité une élue de droite qui avait été élue avec Monsieur Roulier, les Républicains, la droite classique. Et puis, elle a fait rentrer aussi dans son équipe d'abord Madame Aouchiche, qui était l'une de ses plus virulentes opposantes et qui a vendu ses convictions pour un mandat d'adjointe au maire. Et monsieur Christian Horner, qui avait été élu sur la liste de Marjorie Noël, Madame Aouchiche et monsieur Horner, appartenant de manière plus ou moins ancienne, plutôt récente pour Madame Aouchiche, à la France insoumise. Donc, et pendant ce temps-là, vous avez 3 élus divers droites qui avaient été élus avec Madame Menawara. Ils avaient fusionné avec elle au second tour, qui sont partis de l'équipe municipale et qui sont rentrés dans l'opposition. Donc vous avez une majorité qui va de la droite aux insoumis au sein du conseil municipal, et vous avez une opposition de 12 personnes. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi un autre membre de la majorité qui avait quitté l'équipe de Menawara, qui est M. Kirstik, qui est lui aussi à la France insoumise. Donc vous avez une majorité
qui va de la droite à la France insoumise, en passant par des faux socialistes et des faux écolos et des divers droites aussi au milieu. Et dans l'opposition, vous avez de la droite, des socialistes, des communistes et des divers droites et des insoumis aussi. Donc voilà, vous avez tout. Après, je ne pense pas être le leader de l'opposition. J'essaie de faire ce pourquoi les besonnés... Non, je ne dis pas que vous êtes le leader de l'opposition. Vous êtes quand même un homme brillant, vous écrivez bien. Non, mais c'est gentil, mais j'essaie de faire ce pourquoi, à partir du moment où on est élu et qu'on est élu dans l'opposition, même si ça ne s'est pas joué à grand-chose, c'est-à-dire représenter les intérêts des besonnés et poser les questions et faire parfois des contre-propositions au regard des dossiers qu'on nous présente. Mais c'est un travail qui est extrêmement compliqué à faire. Je voudrais pas que... Enfin, on est 12 dans l'opposition aujourd'hui. Il y en a qui sont plus présents que d'autres, d'accord. Mais on est quand même... On bosse quand même tous beaucoup. Moi, je vais parler de ceux avec qui je suis plutôt d'accord avec moi politiquement, parce que je suis pas là pour... je pourrais pas faire un travail commun, sauf pour défendre la démocratie. Voilà. Quand la démocratie n'est pas respectée au conseil municipal, je suis capable d'écrire un courrier avec monsieur Roulier ou madame Schenstrom, alors que d'un point de vue économique, social, etc., je ne partage pas grand-chose avec eux. Mais quand on est à gauche avec madame Marjorie Noël ou avec madame Florel Priot, qui a longtemps été adjointe, ou même avec monsieur Lespard, qui vient encore de temps en temps au conseil municipal, ou avec messieurs Lolo et monsieur Gibert, qui sont plus centristes que je ne le suis, on essaie de défendre ce qu'on croit juste, on essaie de porter un certain nombre de discours, et on le fait dans des conditions qui sont très difficiles. C'est-à-dire, en général, on reçoit le dossier du conseil municipal au dernier moment. C'est un document qui, en général, est épais comme ça. Et quand je dis au dernier moment, ça veut dire qu'en réalité, on le reçoit, imaginons, c'est le vendredi soir d'après qu'il y a un conseil municipal. On le reçoit le vendredi soir au dernier moment. Et grosso modo, on a 4 jours, en réalité, pour préparer le conseil municipal. Et donc, 4 jours pour se bouffer un document comme ça. Et avec des commissions municipales où on ne répond pas à nos questions, ou même en conseil municipal, quand on pose des questions, sauf à se faire engueuler et injurier, et en disant qu'on est tous des débiles, on n'a pas de réponse à nos questions, etc., etc. Donc, on fait vraiment un travail qui est difficile, et je ne pense pas qu'il faille dire que mes collègues de l'opposition soient absents ou soient muets. On fait ce qu'on peut. Et le peu qu'on fait, c'est déjà difficile à le faire parce qu'on ne nous donne pas les moyens correctement de le faire. Par contre, oui, contrairement à ce qui est à raconter, on essaie de faire des propositions, on essaie de faire des contre-propositions. On n'est pas systématiquement anti tout ce que fait la mairie. Il y a plus de la moitié des délibérations qui nous sont présentées, qui sont d'abord des délibérations de bon sens, ou des évolutions qui ont été prises, qui étaient aussi dans nos programmes. Et c'est pas parce que c'est Madame Menawara qui est maire qu'on va dire « Ah ben non, on n'est pas d'accord », alors qu'on l'avait dans notre programme. Donc, on le vote quand même. Voilà. Donc, la moitié... de quoi vous votez en fonction du bon sens. Ben, on vote en fonction de ce qu'on croit juste et de nos convictions. Et quand il y a des choses... Enfin, même dans les programmes des uns et des autres, aux élections municipales, il y avait aussi parfois des choses qui se ressemblaient parce que, entre nous soit dit, on habite tous dans la même commune, donc parfois il y a des sujets qui sont un peu évidents quand même. Voilà. Mais d'autres fois, non, c'est pas possible. Le budget, excusez-nous, mais c'est un document. On va venir là-dessus aussi. Document que les élus de l'opposition, vous étiez en colère par rapport à ça. Oui, on n'est pas venu au dernier, mais on sait quand même. De toute façon, c'est pas nous qui aurions empêché le vote du budget, contrairement à ce qu'elle a raconté. De toute façon, si on était venu, on aurait voté contre. On n'est pas venu, on n'a pas voté. On a dit qu'on était contre, mais on n'a pas voté. Bah, elle a fait voter son budget qu'elle aurait fait voter même si on avait été là. Là, ça faisait plusieurs semaines, mois qu'on se prenait des taquets dans la gueule en permanence. Ça commençait à devenir insupportable. On a choisi un moment symbolique en disant « Stop, ça suffit, on arrête les conneries ». Bon, visiblement, elle n'a pas compris le message puisque la façon dont se passent les débats en conseil municipal, c'est depuis encore dégradé. Mais juste à un moment, il faut quand même caractériser
la politique chez Mme Menawara et son équipe, qui se prétendent de gauche. Je vous ai dit tout à l'heure, dedans, il y a des faux socialistes et des faux écolos. Bon, les faux écolos, c'est pas compliqué à voir vu ce qu'ils font comme massacre d'arbres ou ce qu'ils prévoient de faire comme massacre d'arbres dans la commune. Tout est lié par rapport à notre émission d'aujourd'hui concernant la ville de Bouzon, que le maire n'écoute pas ses administrés, que le maire, la mère ou le maire, je n'en sais rien. C'est pour dire que si Nesrine joue à ce jeu-là, ça ne va pas aller au deuxième mandat parce que je crois que nous sommes déjà à la mi-mandat, là, non? Oui, on est déjà à la mi-mandat. Je dirais que ce que les gens ont vécu au gymnase Gilbert Trouvé quand il y a eu la réunion publique le 11 mai dernier, c'est ce qu'on vit à peu près à tous les conseils municipaux en termes de violence verbale de la part essentiellement de la maire, puisque c'est elle qui parle quand même pendant 70% du temps lors des conseils municipaux. Ce qui était aussi caricatural lors de cette réunion à laquelle je ne suis pas resté parce que j'ai rapidement vu que ça allait partir en cacahuète et que de toute façon, on n'aurait pas la parole. Je suis pas resté, mais là aussi, elle a quand même occupé la parole pendant 70% du temps. Et en réalité, le problème, c'est qu'il n'y a jamais de réponse. Le sujet n'est pas finalement qu'elle réponde aux desiderata des conseillers municipaux, mais qu'elle réponde aux besoins des besonnés et qu'elle réponde aussi, qu'elle apporte des réponses aussi aux courriers qu'ils lui font, etc. Donc il y a un vrai défaut là-dessus, mais je dirais finalement, il suffit de regarder le budget de la ville de Besançon pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que Mme Menawara, je vous ai dit qu'il y a une équipe qui va de la droite à la France insoumise, mène en réalité une politique de droite. Une politique de droite où on coupe dans les dépenses qui servent à financer les services en direction des habitants. Quand vous mettez en difficulté les services qui servent à répondre aux demandes des habitants et qui servent même à répondre aux courriers des habitants, c'est pas étonnant que les habitants se retrouvent avec rien en face d'eux. Et bien entendu, comme Mme Menawara n'aime pas la contradiction, vous parliez tout à l'heure du fait que je ne sais plus qui avait été traité de misogyne. Éric Basson. Voilà. Mme Menawara, de toute façon, c'est simple. À chaque fois qu'on est en désaccord avec elle, on est misogyne. Non, voilà. Donc, je connais. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au dernier conseil municipal, quand elle a traité M. Gibert de misogyne et que, alors qu'il n'y avait aucune raison, puisque il n'y a absolument rien qui a pu être prononcé pendant cette séance du conseil municipal qui pouvait prêter à confusion là-dessus, mais elle l'a traité de misogyne uniquement parce que M. Gibert l'a mis face à ses contradictions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle accuse l'ancienne municipalité dont je n'étais pas d'avoir fait n'importe quoi sur le cœur de ville, et notamment d'avoir fait quelque chose qui était trop minéralisé. M. Gibert lui a rappelé qu'elle avait voté le projet du cœur de ville sans jamais rien dire. À partir de ce moment-là, elle a pété un plomb, elle a décidé de faire une diversion, elle a traité M. Gibert de misogyne. M. Gibert est parti parce qu'il n'y a pas de raison qu'il se laisse insulter sans réagir. À l'extérieur, il y avait le directeur de cabinet de la maire, M. Klotz, qui attendait M. Gibert pour lui casser la figure. Il a tenté de lui casser la figure. Voilà. Il y a une plainte qui est déposée. Quand M. Gibert est re-rentré dans le conseil pour expliquer ce qui s'était passé, Mme Menawara a considéré que soit il ne s'était rien passé, soit c'était une affaire privée. Ça n'était évidemment pas une affaire privée, ce n'est pas le sujet. Mais même si ça avait été une affaire privée, il n'est pas normal qu'un conseiller municipal risque de se faire casser la gueule par le directeur de cabinet de la maire. Qu'est-ce que vous allez dire ensuite aux jeunes qui, ces derniers jours, ont pu participer pour certains aux émeutes, si vous avez des comportements de la part des responsables municipaux qui considèrent finalement que la violence est légitime? Parce que moi, depuis dans les jours qu'on suivi le conseil municipal, j'ai eu des tas de gens qui venaient défendre, qui sont des soutiens de Mme Menawara, qui sont venus défendre le comportement de M. Klotz. Donc, qui, quelque part, considéraient que la violence était légitime. Qu'est-ce que vous voulez dire ensuite aux jeunes si, finalement, l'équipe de Mme Menawara considère que, bref, si on pète la gueule à M. Gibert, c'est qu'il l'avait cherché. Jamais rien
n'est justifiable de ce point de vue-là. Mais revenons sur la politique qui est menée par la municipalité et par l'équipe municipale de Madame Menawara. On a eu les défenses d'activités pour les adolescents et les jeunes qui ont été votées en baisse de plus de 500 000 € en fonctionnement. Le 6 juin, il y avait une autre réunion publique qui, là, s'est passée à la salle des Triolet. Il y a un monsieur qui, dès l'entrée de la réunion publique, a dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour les adolescents ?» C'est-à-dire, une fois qu'il n'y a plus de centre de loisirs, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ? Elle n'a pas été capable de répondre. Les dépenses pour les personnels en matière de santé dans le budget qui a été voté, donc c'était en avril dernier, baisse de 80 000 €. On nous a annoncé qu'on allait avoir dans quelques années un nouveau centre municipal de santé tout neuf, mais par contre, on baisse les moyens qui sont donnés pour les personnels de santé. Qu'est-ce que je veux dire encore ? Les dépenses pour les services urbains ont baissé de 350 000 €. Quand vous avez des gens qui posent des questions sur l'urbanisme, si les moyens du service urbanisme sont en train de baisser au quotidien, comment voulez-vous qu'ils aient le temps de répondre aux questions qu'on leur pose ? Je pourrais prendre plein d'exemples là-dessus. Je vais terminer juste sur un truc. Le dernier conseil municipal, c'était le 22 juin, celui où M. Gibert a failli se faire casser la gueule par le directeur de cabinet de la maire. Ce jour-là était soumis pour approbation le compte administratif de la ville. Le compte administratif de la ville, c'est grosso modo la vérité des comptes. C'est-à-dire, on a voté un budget l'année d'avant, un an plus tard, on vous dit ce qu'on a réellement dépensé et où est-ce qu'on l'a réellement dépensé. Par rapport à ce qu'on a voté le 30 mars 2022, le compte administratif de la ville pour l'année 2022 qui nous a été soumis le 22 juin, on s'est aperçu que la ville avait fait 1,8 million d'euros d'économies sur ce qu'on appelle en fonctionnement sur les services généraux, c'est-à-dire les moyens pour fonctionner au quotidien des services municipaux à l'hôtel de ville. Ils ont réussi à faire en 2022, par rapport à ce qu'ils avaient budgété, 800 000 € d'économies sur les charges des personnels, c'est-à-dire sur les salaires des agents municipaux. Pourtant, en 2022, sur la moitié de l'année, on a eu nationalement une augmentation de 3,5% du point d'indice, c'est-à-dire une augmentation de 3,5% des rémunérations des fonctionnaires. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. C'était légitime. Comment vous faites 800 000 € d'économies sur les salaires des agents communaux de Beson quand, dans la moitié de l'année, vous avez une augmentation nationale des salaires des agents publics de 3,5%. Il y a un truc qui ne va pas. C'est forcément... Alors, ils n'ont pas fait d'économies sur les salaires des gens qui travaillent. Ils n'ont pas renouvelé des contrats. Ils ont foutu des gens à la porte. Enfin, quand je dis ils ont à la porte, des vacataires ou des CDD. Parce que ça existe aussi, malheureusement, chez les agents publics. La libéralisation de l'économie. Donc, la réalité, c'est qu'il y a moins de gens aussi pour répondre et pour s'occuper des besonnés. Voilà la réalité de la politique de Menawara. En 2022, on avait voté un budget municipal où, par rapport à 2021, alors oui, on était en pleine crise sanitaire, etc., il y avait une baisse de 60 000 € du budget du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Oui. Grosso modo, l'action de solidarité pour les besonnés, on va dire, les plus modestes et même les plus en difficulté. De 2021 à 2022, donc il y a une baisse de 60 000 €. On lui avait dit à l'époque que c'était débile de faire ça, parce que oui, on sortait de la crise sanitaire, oui, la crise sanitaire était par nous, on ne savait pas encore très bien sur quel pied danser, mais voilà, mais qu'il y avait plein de gens qui avaient été mis en difficulté par la crise sanitaire. On lui avait dit que c'était une mauvaise idée. En 2023, elle a été obligée de présenter une augmentation du budget du CCAS, parce que la réalité sociale, elle est là, on se cogne avec. Par contre, elle n'a pas remis à niveau, c'est-à-dire que les 60 000 € qu'elle a retirés en 2022, en 2023, c'est uniquement 50 000 € de plus. C'est-à-dire qu'on est toujours à 10 000 € de moins de ce qu'on avait voté en 2021. Donc, c'est une politique qui est antisociale, c'est une politique qui est du tout béton, c'est une politique qui est anti-écologique. Voilà, cette dame n'est ni de gauche, ni écolo. Mais vous n'avez pas
insisté que la gestion municipale qui était gérée de l'ancienne municipalité, là, Beson sans filtre, l'a interpellé que quand l'ancienne municipalité est partie, il a laissé, je ne sais pas où, 5 millions d'euros. Et quand on voit à Paris, Madame, comment il s'appelle là, Hidalgo, elle a 7 millions d'euros de découvert, de déficit, n'est-ce pas? Non, à la fin du compte, vous aurez dû. C'est comme moi, j'ai eu les membres qui étaient dans le comité. Moi, j'ai même moi, j'ai écrit, j'ai réécrit des choses que vous simple. devez noter. En réalité, Madame Menawara, depuis qu'elle est arrivée aux affaires en 2020, explique que explique que la ville de Beson est à la limite de la faillite. Elle explique que la ville de Beson est à la limite de la faillite et que, mon Dieu, ma bonne dame, c'est dur. Alors oui, c'est dur. J'ai dit tout à l'heure que les collectivités locales n'avaient pas les moyens, surtout dans nos quartiers populaires, de faire suffisamment. Et je pense que Beson mériterait de voir ses dotations augmenter pour qu'on puisse plus faire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, c'est dur, je ne dis pas le contraire. Mais c'est dur depuis des années. C'est dur depuis des années parce qu'à Beson, on a une population qui a des besoins sociaux importants. Mais en réalité, la situation municipale avant 2020 était financièrement saine. Et que Madame Menawara, si aujourd'hui elle se retrouve dans des difficultés, c'est parce qu'elle est incompétente. Moi, je ne rentrerai pas dans le détail, mais le 11 mai, à la fameuse réunion au gymnase Gilbert Trouvé, où elle s'est mise à hurler sur les habitants qui ont découvert ce qu'on vivait en conseil municipal à chaque fois, on lui a demandé si elle avait réalisé un audit des finances de la commune, comme elle avait promis pendant la campagne des élections municipales. Elle n'a pas été capable de répondre. Le 6 juin, à la réunion qui se passe à la salle Elsa Triolet, où elle avait changé totalement sa façon de présenter les choses, on lui repose la question s'il y a eu un audit des finances municipales qui a été fait quand elle est arrivée. Et là, elle nous assomme. On est quoi? Moins d'un mois plus tard. Mais oui, il a été fait. Première nouvelle. On n'a jamais vu un audit des finances publiques. C'est conduit normalement par un cabinet extérieur, donc on le paye. Et puis, excusez-nous, s'il y avait eu un audit des finances publiques de la commune, elle l'aurait présenté en conseil municipal. Ou bien le Parisien aurait dû en parler. Ou elle l'aurait envoyé à la presse, et elle en aurait profité, pour cartonner les six mauvais élus qui étaient avant, avec qui elle était par ailleurs, puisque elle était quand même dans la même majorité. Moi, j'ai ça de tranquille, c'est que je n'étais pas dans les anciennes équipes municipales. Je peux dire ce que je veux. Je ne me sens tenu ni par le bilan de Mme Menawara, ni par le bilan de M. Lespard. Je suis moi et je défends ce que je crois avec les orientations que j'ai défendues pendant la campagne. Voilà. Donc maintenant, il y a de traces nulle part, ni dans ce qu'on appelle les décisions courantes de la maire qu'on a à chaque fin de conseil municipal. On n'a jamais voté de délibération pour payer un audit. On n'a jamais eu de présentation de l'audit. On n'a jamais rien eu. Par contre, je reviens sur le fait que la commune est finalement pas si en difficulté de ça. L'année dernière, on a eu une augmentation des recettes fiscales de la commune de 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros d'augmentation des recettes fiscales de la commune. Je connais beaucoup de communes de la même taille que Beson qui aimeraient bien avoir la même chose. Ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes. Ça veut dire que contrairement à ce que Mme Menawara raconte, elle n'a pas trouvé une commune en faillite. La commune de Beson n'est toujours pas en faillite. Et que si au bout de 3 ans, il y a des difficultés financières, c'est qu'elle en est la responsable. Ça fait 3 ans qu'elle est aux affaires. Si elle a aujourd'hui des difficultés, c'est elle qui en est la responsable, soit parce qu'elle a fait les mauvais choix, soit parce qu'elle est incompétente. Au fait, je vous ai demandé là que nous sommes à la mi-mandat, mais je ne sais pas là comment vous comptez faire. Est-ce que vous comptez toujours avoir un engagement plus affirmé
en politique, quels sont tes projets d'avenir? Est-ce que vous allez toujours rester dans le cadre de votre métier actuel ou vous voulez faire quelque chose au niveau de vos zones ou bien vous restez toujours conseiller municipal pour avoir une caisse de résonance et faire en sorte que notre maire puisse être élu la prochaine fois. Quels sont tes projets un peu là? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc oui, je vais aller vite. Mais j'ai un métier, c'est mon métier. C'est ça, il nous reste une question. J'en changerai probablement en septembre. Le sujet, il n'est pas là. Mon métier, c'est mon métier. J'essaie de bien le faire. L'engagement municipal à Besançon, c'est un engagement municipal, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de ce que je fais avec d'autres et ça ne remplacera pas mon métier. Donc, pour l'instant, le sujet à Besançon, c'est que effectivement, maintenant, va falloir qu'on travaille à rassembler les bonnes volontés pour proposer un projet de gauche pour la commune, avec plus de solidarité, plus de justice, des projets urbains qui soient plus équilibrés, parce que je le dis, à Besançon, on ne va pas arrêter de construire demain matin, on va continuer à avoir besoin de logements. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2000 à 2500 demandes de logements sociaux qui ne sont pas honorées à Besançon. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit logé sur la commune, mais à un moment, il y a quand même des besoins, on ne va pas arrêter ça. Par contre, on peut le faire de manière plus équilibrée, on peut le faire de manière moins catastrophique que ce que fait Mme Menawara, parce qu'elle attaque directement des espaces verts, mais au demeurant, Mme Menawara, quand elle a fait sa campagne municipale, elle a expliqué que c'était lamentable de faire un travail avec les aménageurs et les promoteurs pour financer derrière des services publics et que M. Lespard faisait de la cavalerie urbaine qui bétonnait tout partout. Mais elle fait exactement la même chose. Elle fait exactement la même chose, puisque en fait, la difficulté, c'est que la ville toute seule, et ce n'est pas uniquement Besançon, c'est toutes les communes de France, ne peuvent pas se payer tout seuls les équipements municipaux dont ils ont besoin. Donc, ils ont besoin les communes ont besoin de passer des accords avec des aménageurs et des promoteurs pour que ces aménageurs et ces promoteurs, dans le cadre d'un projet immobilier, construisent des équipements publics qui vont servir aux gens. Alors, effectivement, on a atteint une limite parce que à la fin, c'est le serpent qui se mord la queue. On a de plus en plus de gens qui arrivent et donc on a toujours plus besoin de services municipaux et d'équipements publics. Comment on fait? Bon, bref. Mais en tout cas, ce que Mme Menawara a reproché à M. Lespard en disant que c'était n'importe quoi, elle utilise exactement les mêmes méthodes aujourd'hui, en partie parce qu'elle n'a pas le choix. Je ne dis pas que j'aurais fait les mêmes choix qu'elle et notamment je ne serais pas allé construire son projet immobilier sur ce qu'on appelle le projet Albert Ier, parce que là, elle massacre des espaces verts, elle massacre les jardins immobiliers. Il fallait regarder si on ne pouvait pas faire le projet ailleurs de manière plus équilibrée. Bon, mais en tout cas, elle a menti à tout le monde. Mais si on ne rassemble pas les bonnes volontés des gens qui sont engagés en politique, des gens qui ne sont pas engagés en politique, des gens qui viennent du milieu associatif, d'autres personnes encore, autour d'un projet de progrès, un projet de gauche au service des habitants, pour proposer une alternative à Nesrine Menawara et à la droite, parce que M. Roulier, il est persuadé que demain matin, c'est lui le futur maire de Besançon, pour faire pire que Mme Menawara d'un point de vue social, avec des gens qui ont besoin qu'on les aide socialement. On connaît le projet de la droite, il n'y aura jamais d'accord, enfin moi, je ne ferai jamais d'accord avec la droite. Je ne défendrai jamais les mêmes propositions qu'eux au service des habitants. Donc on a besoin de rassembler politiquement les gens autour d'un projet, des gens qui sont encartés dans un parti, qui ne le sont pas, construire une alternative à Nesrine Menawara, parce que sinon, Nesrine Menawara pourrait être réélue maire par défaut. Par défaut. Ce serait la pire des choses qui pourrait arriver à la commune. Donc moi, ce que je m'engage à faire dans les 3 ans qui viennent, c'est travailler à ce rassemblement, à dire, et ça fait déjà 3 ans que je leur dis, à tous ceux qui se sont engueulés et qui ont des vieilles querelles politiques qui datent d'une autre époque, qu'il faut mettre ces querelles derrière nous, qu'il faut se mettre à travailler ensemble, que l'histoire ancienne et les acteurs politiques anciens, c'est justement l'histoire ancienne. On passe à une nouvelle chose, on passe à une nouvelle génération,
on passe à de nouvelles propositions et on passe à un projet de rassemblement au service des besoins. Voilà, il nous reste une question que je veux englober tout pour terminer notre émission. Bon, déjà, Frédéric, sincèrement, je tiens à vous remercier de votre présence ici au studio de Radio Tam Tam. La parole est une force, vous serez toujours le bienvenu. Nous vous remercions. Donc, pour terminer, j'aimerais que vous dites un petit mot au besoin, même si vous avez anticipé. Maintenant, comme notre émission ça termine, et puis aussi, je vais vous dire que notre radio, c'est une radio généraliste, c'est pas radio Anga, mais nous sommes bien aménagés maintenant. Et puis aussi, je vous demande aussi ce que vous en pensez de notre radio locale. J'aimerais que vous dites un dernier mot avant qu'on ferme les micros et que les retardateurs, je vois là qu'il y a un grand nombre de personnes qui viennent, qui se connectent là, parce que la radio est écoutée sur les applications. Bon, c'est trop tard, vous allez écouter en replay. C'est pas grave, ils écouteront en replay. Non, je pense que c'est important qu'il y ait des radios locales comme la vôtre qui permettent de donner la parole à toutes les sensibilités. C'est un peu compliqué de se faire entendre à Beson vu le cadre que je vous ai démontré tout à l'heure. J'avoue que tout ce qui est radio locale, radio indépendante, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai travaillé avec des gens qui... Je travaille toujours d'ailleurs avec une personne qui a même été condamnée avant 1981 pour avoir animé une radio libre à Massy, que ma patronne Marie-Noël Lindman a été condamnée à l'époque avant 1981 parce que bon, il y avait l'interdiction d'avoir des radios libres et comme elle en a animé une à Massy, elle a été condamnée pour ça. Et quand je travaillais à Pantin, je travaillais pour quelqu'un qui était dans le groupe de protection de François Mitterrand quand il n'était pas encore président de la République, quand il était premier secrétaire du Parti socialiste. Il m'a dit, on dormait devant sa porte, c'était un moment où il était accusé, il était mis en accusation par le pouvoir pour avoir créé Radio Riposte. Oui. Et un jour, il y a les gendarmes qui ont débarqué, il a fallu qu'on empêche les gendarmes de rentrer dans son appartement et il s'est enfui par les toits. Alors imaginez Mitterrand en train de courir sur les toits de Paris, ça doit être assez drôle. Bref, donc tout ça, je pense que c'est important. Et c'est important que cette diversité vive, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit de la parole politique aussi, parce que c'est important qu'on puisse avoir des paroles politiques sans que ce soit toujours tel ou tel parti qui a chose à BFM, le plateau de LCI ou de France Info. Alors, je dis rien contre les partis politiques. Au contraire, je pense qu'il faut des partis politiques. Je suis moi-même un responsable d'un petit parti politique de gauche qui s'appelle la gauche républicaine et socialiste. Je pense que la gauche a besoin de se rassembler vraiment, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment de programme commun. Je pense aussi, je le redis, puisque je l'avais dit juste avant votre dernière question, qu'il faut que la gauche commence à travailler ensemble par-dessus de toutes les querelles du passé qu'il y a pu y avoir les futures élections municipales à Beson. On a besoin d'un programme de gauche, progressiste, de justice, un programme commun au service des Besonnais. Et il faut qu'on commence à y travailler maintenant.